Ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur de France, commandeur de la Légion d'honneur, Louis Dominici a fréquenté les palais lambrissés de la République. Toujours actif au ministère des Affaires étrangères, il a accepté de sortir de sa réserve diplomatique pour nous raconter sa carrière, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Louis. Qu'est-ce que ça vous fait d'ailleurs de regarder ces photos que je suis allé chercher dans vos albums? Eh bien, elles vont de l'enfance à l'adolescence et au début du métier, en passant par l'Algérie. Vous avez bien choisi. C'est la première partie de l'émission. Vous avez bien choisi. On va suivre justement toute votre vie, effectivement, à travers les photos marquantes de votre vie. Je les regarde à nouveau avec plaisir. On les a agrandis quand même. Hein. C'est bien. On va commencer avec celle-ci, si vous le voulez bien. Bien. Vous avez là, autour de moi, qui est seulement 1 an, mon père, Paul Domingue, qui... Je vous l'ai dit, là, il n'est pas encore viticulteur. Il est à Marseille, il a fait des études de droit, il est licencié en droit. Il est déjà aussi, je crois, avocat, mais il n'exerce pas. Et il est cadre à la compagnie de navigation Paquet. Et ma mère, Jeanne Padovani, originaire de Nantes. Mais ils sont tous les deux à Marseille parce que mon grand-père Padovani les a attirés à Marseille. Et on quittera Marseille juste avant la guerre. Vous êtes né à Patrimoine, vous, par contre, pendant des vacances d'été. Pendant les vacances de septembre. Voilà. Et après, effectivement, la guerre, vous allez être élevé à Patrimoine. Vous allez être élevé... Oui, école primaire. Avec votre frère, qui est là? Avec mon frère et ma sœur, oui. La sœur, elle n'y est pas, là, sur la photo. Je suis désolé, je ne l'avais pas. On a trouvé que celle-là. Et là, nous avons, moi environ 9 ans, et lui 5 ans de moins, c'est-à-dire, je pense, 4 ans. Comment on peut la qualifier, votre éducation, Louis? C'est une éducation stricte? C'est une éducation à l'ancienne? À l'ancienne, mais très affectueuse. Donc il y a à la fois le respect des principes et une grande affection, et une grande protection. Et cette protection, d'ailleurs, c'est pas seulement celle des parents, c'est celle des cousins, des oncles, du village. C'est vraiment quelque chose qui nous reste, hein, qui est peut-être plus fort qu'aujourd'hui, où les villages sont plus rassemblés. Quelles valeurs ils vous apprennent, justement, vos parents? Quand je vous ai appelé pour cette émission, vous m'avez dit, mes parents, ils m'ont transmis des valeurs qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. C'est quoi? Je crois que ce qu'ils m'ont appris, d'une part, sur moi, c'est qu'il faut travailler et étudier. D'autre part, qu'il faut respecter les autres. Et d'autre part, qu'il faut être généreux. Généreux, mon père m'enseignait la générosité. Franchement, il disait qu'il faut partager. Nous avions un certain nombre de terrains. Qu'il a parfois cédé très facilement. Et ma mère partageait aussi. Et il arrivait qu'il y ait des pauvres dans nos villages. Hein. Il arrivait souvent qu'ils viennent manger à la maison. Voilà. Cette photo-là, déjà de ce côté, mettez-vous là. Justement, on les voit, les oncles. Là, on voit les 2 oncles. Donc je disais, nous avions une grande maison qui avait été partagée entre les parents de mon père et leurs parents. Mais c'était une grande maison à Patrimoine, et j'étais sans arrêt, ou chez moi ou chez eux, d'ailleurs c'était la même chose. Ils étaient guitaristes, entre autres, hein. Ils étaient franchement viticulteurs, mais ils étaient guitaristes, et ils m'ont appris la guitare, et comme je le disais, le goût de la musique et le sens de la musique, et c'est quelque chose, la musique. C'est une façon de penser aussi, c'est une façon de sentir et de penser. Vous faites des études, Louis le Grand, à Paris. Et on fait les études qu'on a voulu que je fasse, et donc je les fais, en choisissant celle-là, parce qu'elle m'attire. Et je suis à Louis le Grand en préparation pendant 3 ans. Je réussis le concours et j'entre à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Alors c'est l'école coloniale en fait, hein? Oui, on l'appelait l'école coloniale quand on l'a créée. Ensuite, signe des temps, elle est devenue l'École nationale de la France d'Outre-mer. C'est l'École nationale d'administration de l'Outre-mer. On apprend à être administrateur des colonies, exactement. En gros. Avec des territoires beaucoup plus grands que ceux que l'on peut administrer en France. Il y a des Européens, des Africains. Oui. Hein, vous étiez... la fraternité, ça vous parlait déjà donc, Tout à fait. D'abord, il y a la fraternité des études. Vous savez, la préparation à Louis le Grand, c'est quelque chose qui rapproche. Hein, les promotions, ça rapproche. Ensuite, à partir d'un certain moment, on a de plus en plus formé les collègues africains. Donc ils sont là avec nous, ils sont entrés par un autre concours, ils ont été sélectionnés en Afrique.
et ils se préparent à prendre des responsabilités dans leur pays. Et puis en face de moi, la personne un peu plus âgée, c'est l'inspecteur général de la France d'Outre-mer, qui est pour nous un aîné, puisque comme nous, il a été formé à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est que je n'ai pas connu cette période-là. Louis, dans quel état d'esprit vous êtes à 22 ans? Là, on est dans 58-60, l'Empire français, on vient de perdre l'Indochine. Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous dites, moi, je vais aller... Pourquoi vous faites cette école? Qu'est-ce qui vous... D'abord, parce que j'ai commencé en 54. Oui. Donc, à ce moment-là, l'Empire français ne s'écroulait pas. C'est allé très vite. Et nous n'avons pas considéré que nous perdions notre temps. Nous avons considéré que la relation changerait sur le plan politique, mais qu'elle se poursuivrait sur le plan humain et qu'il y aurait ensemble quelque chose d'essentiel à faire entre nos peuples. Ah, vous avez quand même conscience un petit peu que on est en train de changer, l'histoire est en train de changer. Oui, mais nous souhaitons participer à ce changement de façon C'est pas nous, vivante. c'est vous. Je vous pose la question à vous. Vous dites toujours nous. Je dis nous parce que nous sommes en groupe. Oui. Je ne sais pas comment ce que vous voyez là, oui. C'est une promotion. Nous ne sommes pas tous là, mais c'est une promotion. C'est très serré. On pense beaucoup, on parle ensemble, on échange des choses. Et on ressent tous la même chose. Le monde change, la relation avec l'Afrique va changer, mais nous, principalement l'Afrique, mais nous aurons la possibilité de travailler ensemble dans d'autres structures politiques. Eh bien, on passe là. Et là, la période de... 1960, on est obligé de faire le service militaire. La période est finie. Je sors de l'école, il faut faire le service militaire. Il est particulièrement long à cette époque. C'est 24 mois, c'est en Algérie. Donc, votre femme, vous rencontrez votre femme avant? Marie Raffaelli, on s'est mariés il y a peu, puisque je me suis marié à la sortie de l'école. Nous sommes mariés à la sortie de l'école. Et immédiatement après, je pars au service et elle me rejoint. Voilà, son père est un Raffaelli d'Ortiboio, instituteur, directeur de l'école primaire d'Olette, et sa mère est une Montagioni d'Olette. Et nous partons là-bas et nous passons 2 ans qui sont à la fois très, très, très forts, très instructifs, et où nous comprenons beaucoup de choses. Et la situation est plus difficile en Algérie. C'est une évolution difficile. Eh bien justement, l'Algérie, la situation difficile, ce que je vous propose, c'est qu'on allait voir dans la pièce d'à côté. Oui. C'est le début de votre carrière, on va en parler. D'accord? Juste après. Venez. Allez, venez, c'est ici que ça se passe. Allez vous asseoir dans votre siège, là-bas, je vous en prie. Vous vous asseyez confortablement et vous vous laissez guider. C'est la partie mise au point. Donc on est en Algérie. Vous êtes arrivé avec votre femme, avec votre épouse, Marie. 24 mois de service militaire, la guerre est finie en 62, les accords d'Évian, et vous vous retrouvez au chômage, ou pas? Non, pas du tout. je suis fonctionnaire titulaire de l'administration française avec le titre d'administrateur. Donc la question est de savoir ce que nous allons faire puisque nous sommes en 62 et l'Empire, c'est fini. Donc il n'est plus question d'être administrateur des colonies. Il faut choisir un métier dans la fonction publique française, un métier de même rang. D'ailleurs, on nous permet de le faire. On nous permet de le faire et on nous donne le choix, nous les nouveaux en particulier, entre les différents corps de l'État. Et moi, je choisis très vite d'aller aux affaires étrangères parce que je retrouve avec les affaires étrangères la possibilité de partir et de m'ouvrir au monde et de coopérer avec d'autres peuples. Vous voulez partir, vous, et rencontrer d'autres peuples. Alors justement, il y a cette photo-là. C'est votre premier poste en ambassade de France. Oui. Vous êtes secrétaire. Secrétaire d'ambassade. On vous retrouve encore avec votre fils, Jean-Marie. Je suis premier secrétaire de l'ambassade de France au Cameroun. Hein? Donc il y a Marie, notre fils Jean-Marie, il y a moi. C'est notre villa. Et il y a un camarade de promotion qui est lui aussi affecté au Cameroun, il est magistrat. Voilà. Et puis après, deuxième poste, toujours là, en tant que secrétaire. Après le Danemark, après le Cameroun, là c'est justement Copenhague. Il faut basculer vers le nord. Vous apprenez votre métier. Oui. C'est quoi le métier d'ambassadeur? Je l'apprends et là je ne suis pas ambassadeur. J'ai bien compris, mais c'est quoi justement le métier que vous apprenez? Je suis premier secrétaire à Copenhague, c'est un très beau poste, je suis numéro 3 de l'ambassade. C'est quoi le métier d'ambassadeur? C'est compliqué, mais c'est assez simple. L'ambassadeur est le représentant
des autorités françaises et à l'étranger. Et il est le plus haut représentant, et même l'unique, auprès des autorités du pays, et tout particulièrement auprès du chef de l'État du pays d'accueil. Et ça, Louis, vous me donnez la définition du dictionnaire. Vous, Oui. c'est quoi le métier d'ambassadeur? C'est d'user, il y a effectivement de certains protocoles, et c'est aussi des fois de dire la vérité ou pas. Non? Oui, il y a plusieurs façons d'exercer le métier, mais il y a des principes. Et puisque vous abordez les choses sur ce plan, qui est celui de dire la vérité, on est vraiment au cœur du sujet. L'ambassadeur observe et dit la situation telle qu'il la voit à son gouvernement. L'ambassadeur parle aux chefs d'État en face de lui et aux principaux ministres, et il leur dit ce que son gouvernement ressent et souhaite. Et il doit le dire sans dissimuler, mais il doit le dire sans les froisser. En d'autres termes, un jour, l'ambassadeur à Copenhague, non pas celui-là, mais le précédent, m'a dit « Les gens croient que notre métier consiste à dissimuler et à ruser. » Non, la difficulté de notre métier, c'est de dire la vérité, mais de bien la dire. C'est de ça qu'il s'agit. Au bon moment, sur le bon ton. Au bon moment, sur le bon ton, et on va au fond des choses, et ça signifie bien sûr qu'il faut établir des relations constantes, des relations de confiance, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce que vous dites et sur ce que vous faites. Ça justifie que vous soyez là. Ça justifie que cette relation soit permanente. Et on ne peut pas dire que les relations entre les chefs d'État, comme on le dit souvent aujourd'hui, suffisent. C'est pas vrai. Elles sont importantes, mais elles ne sont pas permanentes. Vous êtes ambassadeur, là, justement. On est en Sierra Leone, c'est votre premier poste. Sika Stevens, c'est l'autocrate, à l'époque, on peut dire comme ça? Si on veut, oui, c'est un chef traditionnel. Entre le métier que vous avez appris et... Parce qu'il va quand même être obligé de démissionner à cause de mines de diamants. Enfin, peu importe, ça, c'est pas l'histoire. Entre le métier que vous avez appris et les relations que vous avez avec un homme comme ça, est-ce qu'il y a un grand écart ou pas? Quelle relation vous avez avec un... Bon, on m'a appris à regarder ce qui se passe, à respecter ce qui se passe, même si ça ne me convient pas, parce que c'est chez eux. Et à leur dire et voir avec eux ce que nous pouvons faire ensemble dans l'ordre de la paix et de la coopération. Et là, je trouve un chef d'État très expérimenté, qui a peut-être des défauts, mais ce n'est pas mon rôle de voir quels sont ses défauts. Mon rôle, c'est de voir ce que je peux faire avec lui pour le bien de nos deux pays et de nos deux peuples. Et ça, je le fais volontiers, et c'est une découverte pour moi, parce que je suis en pays anglophone. Et j'ai affaire à un chef traditionnel, parce que c'est un chef d'État, mais il a toutes les caractéristiques d'un chef traditionnel. Et je constate que c'est quelque chose que j'ai déjà constaté, mais que je constate une fois de plus, parce que c'est ma première ambassade, que j'ai un abord facile avec les Africains. Et ça me fera réfléchir tout au long de ma carrière, et je me rendrai compte tout au long de ma carrière, mais ce serait trop long à expliquer, que les Corses ont une grande facilité avec les Africains, et que ça tient probablement aux valeurs traditionnelles que nous avons, au sens que nous avons de la famille, du village, du clan, le clan pris dans le bon sens, hein, et à la façon que nous avons de concevoir l'hospitalité. Je crois que tout cela, et à la simplicité que nous avons apprise et que nous devrions garder, voilà, tout cela je l'ai appris ici, mais j'ai vu comment ça pouvait naturellement nous mettre de plein pied avec des Africains, quel que soit leur rang. On change de pays. Vous voici ambassadeur au Gabon. Là, je suis ambassadeur au Gabon, qui est un des piliers de la francophonie et un des piliers de notre relation avec l'Afrique centrale. Vous allez battre tous les records, vous allez rester 8 ans ambassadeur. Je vais battre tous les records. Que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, hein, oui, sous Mitterrand et Chirac, hein, oui. Bien sûr. Alors le Gabon, c'est sulfureux. Le Gabon, c'est Elf. Le Gabon, c'est Omar Bongo. Le Gabon, c'est tout ça, c'est des valises de billets, soi-disant, qui circulent entre le Gabon et la France. Vous êtes au milieu, vous. Quel est votre rôle, là? Je vois là que l'homme qui vient devant moi est le secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique, qui a été le premier instrument de la francophonie entre la France et l'Afrique. C'est un Gabonais, et il est le signe de ce que les Gabonais font, c'est-à-dire que non seulement il participe à la coopération francophone,
mais ils y jouent un rôle particulièrement actif. Pour le reste, heureusement qu'il y a Elf pour exploiter le pétrole, il n'y a aucune raison de le laisser aux autres. Et Omar Bongo Omar Bongo est un personnage extraordinaire. C'est par-dessus tout, d'ailleurs il a théorisé cela, un homme de dialogue intérieur, puisqu'il passe son temps à arranger les choses pour que tout le monde ait quelque chose, et que les représentants des différentes régions ne se sentent pas exclus, et il passe son temps à discuter avec les autres Africains, et il passe son temps à discuter avec le monde dans une diplomatie qu'il appelle diplomatie tous azimuts, c'est-à-dire pas seulement la France, mais les autres. Il y a une relation privilégiée avec la France, mais il y a une relation avec le monde, en particulier avec la Chine. C'est ça qui va marquer. C'est un des premiers Africains à ouvrir la relation avec la Chine. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette diapo après. C'est que quand je vous ai appelé pour parler d'Omar Bongo, vous m'avez dit Omar Bongo, c'est un homme de paix. Oui. Là, on vous voit avec des bérets verts français à l'ambassade. Oui. Mais Omar Bongo, c'est vraiment un homme de paix? Ah, ça c'est sûr. Ouais. Comme moi qui l'ai dit, hein, il n'a jamais fait de guerre, hein, d'abord, tout simplement. Et je l'ai toujours vu. Je ne suis pas là pour chanter ses louanges, mais je ne suis pas là non plus pour dire ce que disent les gens qui ne savent rien. Voilà. Allez, on change, on quitte l'Afrique. Là, on est rapidement, hein, si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, je ne vous appelle plus Louis, maintenant, c'est monsieur l'ambassadeur. C'est bien ça. De temps en temps, il faut le dire. Qui on le rappelle. Hein, vous êtes avec le dirigeant à l'époque en Albanie, hein, bien sûr. C'est le président Sali Berisha, qui est le deuxième président après le régime, alors vraiment puissant, d'Enver Hoxha. Donc là, ça passe comme une lettre à la poche, j'ai envie de dire. Et puis vous vous rapprochez encore plus de la France et même de la Corse. Vous voilà à Rome, ambassadeur à Rome. J'ai toujours eu envie d'être ambassadeur à Rome, et je l'avais dit, mais c'est pas évident. Il y a 3 postes à Rome. Il y a l'ambassade auprès de l'Italie, il y a l'ambassade auprès du Vatican, et il y a l'ambassade auprès des Nations Unies, qui couvre toutes les questions alimentaires, agricoles, dans le monde. Et c'est là que je suis à la fois ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est ça, le programme. Et président élu du Programme alimentaire mondial. Programme alimentaire mondial. Qui est l'instrument d'aide d'urgence alimentaire dans le monde entier. C'est un instrument extraordinaire qui intervient partout où il y a non pas simplement l'insuffisance alimentaire, mais où la faim arrive, la famine. Là, Louis, c'est un poste prestigieux. Vous allez rester 2 ans prestigieux. à la tête. Je suis 4 ans là-bas et dont 2 ans à la tête du programme. Oui, c'est un poste prestigieux, je le dis volontiers, d'autant que j'ai été porté par élection de mes pairs, hein, et que... Quelle est la grande mission, la mission emblématique pendant votre mandat? Ce qui m'a frappé le plus à ce moment-là, c'est que dans l'un de ces pays, il y avait une responsabilité occidentale considérable. C'était l'Irak. Vous savez qu'en Irak, après l'intervention militaire, tout était désorganisé. Et donc, il a fallu intervenir. Et il y avait intervenir sur le plan humanitaire. Alimentaire. Et il y avait d'ailleurs un programme qui avait 2 dimensions. On tirait du pétrole chez eux, on les autorisait à vendre du pétrole parce que sinon on ne les autorisait pas. Pétrole contre nourriture. Pétrole contre nourriture et pétrole contre médicaments. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce programme était mené avec une sévérité extrême et qu'on limitait à tel point le pétrole contre nourriture et contre médicaments qu'il y a eu ce que vous savez, c'est-à-dire des famines malgré tout, et une insuffisance criante de médicaments alors qu'il y avait tout le pétrole qu'on voulait. Et ça a été organisé par les Occidentaux, avec la couverture des Nations Unies. C'est quelque chose d'unique. Et malgré le si un jour on parle, un jour on dira qu'il y a eu là, vraiment... Une famine organisée, mais justement vous étiez à la tête. Vous étiez à la tête, Nations Unies. Mais nous on se bat et vous pour l'empêcher. Ouais. Nos représentants en Irak, tous les 6 mois, ils démissionnent, parce qu'ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas devant ce scandale. Et nous, non plus. Mais on n'est pas maître du jeu. Le programme pétrole contre nourriture, ce n'est pas le programme alimentaire mondial qui le fait. Ce sont les gouvernements. C'est la fin de votre carrière, justement. Vous finissez votre carrière sur un combat, sur ce combat que vous menez à votre niveau. Oui, et c'est un combat que je continue. Et bien justement, la continuation de ce combat par d'autres moyens, c'est dans une pièce à côté que ça se passe. Vous me suivez ?
Je vous suis volontiers. Venez, monsieur l'ambassadeur. On dit encore monsieur l'ambassadeur à vie, d'ailleurs. Hein? Oui, Oui, même quand on ne l'est plus. Allez. Oui. Surtout quand on a eu des postes comme ça. Alors, monsieur Dominici, séquence surex ou sous-ex. C'est assez facile. Hein. On a tapé votre nom sur un moteur de recherche avec l'équipe et on voit un petit peu ce qui apparaît quand on tape Louis Dominici sur Internet. Et ce qui apparaît, justement, en premier lieu, ça va vous faire sourire peut-être, c'est ça, c'est une polémique, figurez-vous. Une polémique avec un certain Joseph Wilson. Alors, la polémique, c'est... Apparemment, vous dites que c'est les Américains qui allumaient les braises à l'époque du Gabon. Enfin, peu importe la polémique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a de la rivalité, en fait, dans les ambassadeurs. À l'époque, ou encore aujourd'hui. En tout cas, avec lui. Avec la diplomatie américaine. Oui. C'est pas un sujet majeur dans ma carrière. Mais j'en parle volontiers, puisque vous m'interrogez. Nous avons eu à ce moment-là un débat. C'était peu avant les élections de 93, il y avait beaucoup de troubles et nous avons constaté que une partie des opposants commençait à s'en prendre aux Français. Et j'ai constaté aussi que cet ambassadeur, soutenant cette partie de l'opposition, ne se préoccupait pas du tout de la sécurité des Français. Et donc nous avons eu des échanges un peu courtois, mais assez... Qui continue d'ailleurs sur Internet. Mais moi, la question oui, n'est pas là tellement, c'est lui qui a continué. Moi, je n'ai pas continué. Il y a cette rivalité quand même entre la diplomatie américaine et la diplomatie française. Oui, il peut y avoir les deux. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y ait trop de cas où nous ne soyons pas, comment dirais-je, en bonne coopération. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons ne pas l'être. Nous pouvons ne pas être d'accord comme l'ont été Chirac et Villepin sur la guerre en Irak. Heureusement. Nous pouvons aussi nous trouver en rivalité sur des questions plus simples, comme celles qui concernent l'Afrique, surtout l'Afrique pétrolière, où il peut y avoir des visions différentes sur la manière de soutenir nos entreprises. Il peut y avoir aussi des rivalités circonstancielles qui tiennent à la personne. J'ai vécu 8 ans au Gabon, je n'ai jamais eu de différend avec les ambassadeurs américains, sauf avec celui-là, sur la communauté française. Voilà. Revenons justement, tiens, au Gabon. Il y a cette photo de l'ambassade au Gabon, la future ambassade. Alors, vous savez ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent dans des ambassades tout autour du monde? Je vais vous répondre, puisque vous me posez la question. Et vous avez raison de la poser, parce que la rumeur est ainsi faite. Mais la rumeur, c'est une rumeur d'ignorance. Bien sûr qu'il faut des ambassades pour défendre les intérêts de nos pays. Bien sûr qu'il faut être présent. Bien sûr qu'il faut y avoir les moyens de cette présence. Et les moyens, ce sont des locaux, des personnels et des moyens d'intervention. Là, on a fait un petit montage avec l'équipe, justement. C'est un petit retour en arrière sur votre vie. Vous, aujourd'hui, on peut dire votre âge. Vous avez 81 ans. Bientôt 2. Donc, on voit commandeur de la Légion d'honneur, un ordre aztèque, d'ailleurs. On voit des médailles, je crois qu'il y a une médaille camerounaise, là. Vous avez été conseiller général. Quand on repart en arrière sur le petit garçon qu'on a vu dans la pièce tout à l'heure, est-ce qu'il imaginait une telle carrière? Non, pas du tout. Il avait envie d'espace, il avait envie de créer, il avait envie de rencontrer et de faire, il l'a fait. Voilà. On va faire la dernière photo de votre parcours, si vous le voulez bien, et c'est celle-ci. Celle-ci, on ne la trouve pas sur Internet, c'est moi. Pour conclure l'émission, vous avez rencontré beaucoup de monde au cours de votre carrière, mais il y a quand même des rencontres marquantes, et je pense que celle-ci, elle est vraiment marquante avec le Dalai Lama. En quelques mots, vous êtes resté 2 heures avec cette personne, vous étiez au Gabon à l'époque. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette conversation? Oui, parce qu'elle signifie que j'ai rencontré beaucoup de monde, y compris le Dalai Lama au Gabon, alors qu'en principe, c'est pas fait pour ça. Mais oui, j'étais là, il est passé, et nous avons fait en sorte de nous rencontrer. Elle signifie 2 choses. La première, ce dont j'ai toujours parlé, c'est qu'il y a une grande fraternité, qu'il y a des hommes pour la servir. Et l'autre, c'est qu'il y a une dimension spirituelle dans la vie, qu'il faut la chercher, et que la meilleure manière de la chercher, c'est de rencontrer des hommes et des femmes qui ont cette dimension au plus haut niveau. Et en rencontrant le Dalai Lama, vous sentez sans pouvoir expliquer ce qu'est la dimension spirituelle.
Eh bien, ça touche à sa fin, l'émission. On va la finir de manière plus terre à terre, je dirais, avec un selfie. Donc, si vous le permettez, vous allez vous mettre à côté de moi. Avec plaisir. Et on va immortaliser le moment. Hein. Ça se met sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, on fait un beau sourire. Et on se laisse guider. Sourire. On va mettre le Dalai Lama, tiens, avec le Dalai Lama derrière. Tiens. Nous sommes bénis par le Dalai Lama. Faites-moi un beau sourire. Et par les dieux. Et voilà. Merci. Hop, infiniment. Serrez-moi la main quand même, monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment. À Beige. Et à bientôt du côté de Patrimoine. Oui, je m'en vais à Patrimoine Saint-Florent. Au revoir. Au revoir.